Je vous l'ai annoncé en titre, le ministre des Affaires étrangères est notre invité ce soir. Bonsoir Mourad Medelsi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commenter avec vous des dossiers de l'actualité en ce moment, en l'occurrence la Syrie et le Mali. Alors d'abord, avant de revenir à vous, voyons un peu cette situation en Syrie, ce dossier syrien. Il y a aujourd'hui cette déclaration de Bachar al-Assad sur la chaîne américaine CBS. Il prévient qu'en cas d'attaque, la situation pourrait devenir imprévisible dans une région perpétuellement au bord de l'explosion. La commission d'enquête de l'ONU, au même moment, estime qu'une intervention provoquerait plus de victimes et plus de morts. Le Congrès américain doit se prononcer cette semaine. On voit tout cela avec Nabil Kitouni. Pour cette semaine, un seul nom est inscrit dans l'agenda du président américain Barack Obama, la Syrie. Un dossier prioritaire pour la Maison-Blanche. L'administration Obama poursuit sa campagne de communication en faveur des frappes militaires contre Damas, tout en assurant au passage que celle-ci serait limitée dans le temps. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas l'Afghanistan, ce n'est pas une intervention aérienne prolongée comme en Libye, c'est un effort ciblé. Cela dit, pour engager une action militaire, Obama se remet au feu vert du Congrès. Pour convaincre les indécis, le président américain s'apprête à s'exprimer ce soir sur plusieurs chaînes de télévision. Mais voilà la partie difficile pour Obama, demeure l'opinion publique. Selon un nouveau sondage publié aujourd'hui, 6 Américains sur 10 se disent opposés à une intervention militaire en Syrie. Le camouflet irakien plane toujours aux États-Unis. Je pense que nous devrions respecter l'intégrité et la souveraineté de la Syrie. Et les États-Unis n'ont aucun droit, ni légal ni moral, de bombarder la Syrie. Autre souci pour l'administration Obama, les preuves concernant l'usage d'armes chimiques par le régime syrien. Les experts de l'ONU n'ont pas encore remis de document final concernant la culpabilité ou non du pouvoir en place en Syrie. Un pouvoir qui rejette en force toute implication en ce qui concerne l'utilisation d'armes non conventionnelles. Toujours au sujet de cette même attaque, celle du 21 août dernier dans la banlieue de Damas, la membre de la commission d'enquête de l'ONU, Carla Del Ponte, affirme posséder des informations sur l'utilisation de ces armes par les rebelles. En attendant de connaître peut-être un jour le fin mot de cette histoire, les ravages du conflit syrien ont fait jusqu'à ce jour plus de 100 000 morts. Des ravages pour lesquels on a du mal à entrevoir un coup d'arrêt, et ce malgré l'action militaire occidentale programmée. Mourad Medelsi, il y a aujourd'hui toutes ces déclarations, d'un côté les avertissements de Bachar al-Assad, d'un autre côté le Congrès américain qui doit se prononcer dans les prochaines heures sur ce dossier syrien, et puis cette déclaration de Carla Del Ponte, membre de la commission d'enquête de l'ONU, qui avertit qu'en cas d'attaque, il y aura beaucoup plus de victimes, beaucoup plus de morts. Quelle est votre première réaction après ces déclarations aujourd'hui ? Bien, je voudrais tout d'abord dire que l'Algérie a toujours condamné la violence, d'où qu'elle vienne. Et elle l'a fait de manière encore plus audible lorsqu'il s'est agi de condamner l'utilisation des armes chimiques. Ceci étant, j'observe qu'aujourd'hui, le courant d'opinion est divisé et les cabinets ministériels dans les différents pays s'activent beaucoup pour essayer de trouver une solution. Et ceci est remarquable, quand bien même aujourd'hui, il y a 2 écoles de pensée, celles qui sont adossées au droit international, et c'est le cas de l'Algérie, et celles qui voudraient, compte tenu de circonstances qu'ils considèrent comme exceptionnelles, passer outre le droit international et aller directement à une frappe dont on ne sait pas exactement quelles seront effectivement les implications. Mais le tronc commun entre ces 2 tendances, sur lesquelles nous devrions pouvoir nous accorder, c'est la nécessité de réunir des informations sûres, crédibles, complètes, sur la situation en termes d'armes chimiques dans ce pays et sur l'usage qui en a été fait. C'est seulement cela qui permettra d'établir le niveau de responsabilité et d'apporter la solution la plus adaptée à la responsabilité engagée, si tel était le cas par les uns ou par les autres ou par les deux à la fois. Je ne peux pas l'exclure. Mais c'est clair qu'en même temps, si nous accréditons l'idée de trouver des solutions qui sont simplement des solutions de coalition de pays convaincus, je n'en doute pas, mais des coalitions de pays qui travaillent en marge du droit international, en marge des systèmes onusiens et du Conseil de sécurité. Alors là, en plus du précédent que cela peut créer en Syrie, cela peut également constituer un précédent fâcheux pour le traitement des autres dossiers qui sont devant nous ou qui vont venir. L'Algérie a toujours été pour des solutions
politique. Et lorsque les solutions politiques dépassent le cadre du pays lui-même, l'Algérie a été pour que les solutions soient portées par la communauté internationale dans le cadre, dans le respect de la légalité internationale. Alors, l'Algérie et la Ligue arabe, il y a eu un conseil la semaine dernière, oui. Vous y étiez justement au Caire. Alors, on a l'impression qu'on a envie de faire porter à l'Algérie une position qui n'est pas vraiment la sienne dans le cadre de cette Ligue arabe vis-à-vis du dossier syrien. Je n'ai pas cette perception des choses. Bien sûr, la position de l'Algérie est toujours observée en raison du poids de notre pays sur la scène diplomatique, en raison de l'expérience que nous avons acquise, bonne et mauvaise, notamment au regard de la lutte contre le terrorisme. Et donc, nous sommes toujours très observés. Mais je ne crois pas que nous soyons isolés, loin de là. Nous avons, je crois, observé également que beaucoup de pays, y compris ceux de la Ligue arabe, se rattachent à la position qui est celle de l'Algérie, c'est à savoir de ne pas interférer sur les affaires des autres pays, mais surtout de refuser toute action étrangère et surtout toute action militaire contre un pays. Je crois que beaucoup de pays, sinon une majorité de pays de la Ligue arabe, sont pour cette option. Et lorsque nous sommes sortis de notre réunion du Caire, nous ne sommes pas sortis avec une position sur une frappe de pays, quel qu'il soit, mais nous sommes sortis pour appeler la communauté internationale et le système des Nations Unies pour prendre les mesures nécessaires en face de cette utilisation d'armes chimiques que d'aucuns considèrent comme étant à la charge du seul gouvernement syrien. Je rappelle qu'on attend toujours ces résultats de la commission d'enquête de l'ONU. Alors, au sein de cette Ligue arabe, il n'y a pas consensus aujourd'hui. Les monarchies du Golfe sont pour l'intervention. Il n'y a pas de consensus sur la façon de régler le problème. Il y a un consensus sur la condamnation de la violence. Il y a un consensus sur l'usage des armes chimiques. Il y a un consensus sur la nécessité d'identifier des responsables, mais il n'y a pas de consensus tant qu'on n'a pas identifié ces responsables. Certains vont, avant d'identifier les responsables, vers une solution. D'autres, et c'est le cas de l'Algérie, beaucoup d'autres pays, veulent d'abord y voir clair. Nous avons trop d'expériences devant nous, et derrière nous plutôt, qui indiquent que souvent, on est parti pour porter des solutions, et on s'est rendu compte plus tard qu'on ne répondait pas à la question posée. Nous ne voulons pas apporter une contribution en tant qu'Algérie et en tant que pays arabe à une nouvelle responsabilité de ce type. Et je crois que ce n'est pas une position que nous défendons dans l'ombre. Nous la défendons dans la lumière et nous avons la chance d'avoir des relations suivies, de partenariat avec tous les pays, et en particulier tous les pays membres du Conseil de sécurité et membres permanents. Nous travaillons avec eux, nous donnons notre point de vue, nous écoutons les points de vue des autres et nous essayons de faire en sorte que la solution politique, in fine, puisse nous regrouper tous, regrouper d'abord les Syriens et nous pour les accompagner. C'est ça la solution durable. Très bien. Voilà donc pour le dossier syrien. Alors, deuxième titre de l'actualité sur lequel nous allons également revenir avec vous ce soir, et dans lequel l'Algérie a joué un rôle, le Mali. Nouveau président, la semaine dernière, élu par les urnes. Le pays est passé par des moments difficiles, une crise politique et des problèmes sécuritaires. Au nord, Selem Kasser revient sur quelques dates importantes. Depuis 2012, le Mali traverse une grave crise politique. Différents groupes terroristes font régner la terreur dans plusieurs villes du nord du Mali et progressent dangereusement vers le sud du pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté en décembre 2012 une résolution demandant aux États membres de renforcer les capacités de l'armée malienne. Le 10 janvier 2013, la France intervient militairement au Mali. C'est le début de l'opération Serval, rapidement soutenue par des troupes de la CEDEAO. Après la progression fulgurante des forces armées, la riposte des terroristes ne se fait pas attendre. Attentats, suicides et accrochages armés se succèdent dans plusieurs villes du nord du pays, notamment à Gao et Kidal.
Les terroristes se retranchent dans les monts des Iforas et un début de guérilla s'organise. Les troupes maliennes, appuyées par l'armée française, arrivent quand même à reconquérir le nord Mali, mais pas à sécuriser complètement la région. Par ailleurs, les problèmes d'ordre politique subsistent. Le président Diankounda Traoré assure la transition, mais il n'a pas été élu. Une crise politique secoue le pays et les Maliens doivent trouver une voie pour la paix et le dialogue, afin de sortir leur pays de la crise. Plusieurs pays, à leur tête l'Algérie, préconisent le retour à la paix et à la réconciliation nationale et à l'organisation d'élections. Justement, des élections sont prévues au Mali en juillet 2013 et les autorités respectent les délais. Les élections présidentielles sont organisées et Ibrahim Boubacar Keïta l'emporte devant Soumaïla Cissé le 11 août. Le premier gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta, constitué de 34 membres, a été présenté à la presse au siège de la présidence aujourd'hui à Bamako. Avec ce scrutin, le Mali tente de tourner la page sur 1 an et demi de crise militaire et politique et retrouver la paix et la sécurité. Mourad Medelsi, le Mali, nouveau président, nouveau départ? Sans doute. En tous les cas, c'est un bon départ. N'oublions pas que le Mali a connu une crise sans précédent et que le Mali était au bord d'une guerre civile. Aujourd'hui, nous pouvons observer que le peuple malien s'est de nouveau approprié son propre destin, a participé de manière tout à fait normale, pour des conditions difficiles, à des élections présidentielles, a choisi un président de manière suffisamment claire pour que ce président soit aujourd'hui reconnu par tous les Maliens et par la communauté internationale. Nous avons salué les conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées et nous avons salué, bien sûr, l'élection de ce nouveau président avec lequel nous entendons entretenir des relations suivies, des relations de coopération et avec lesquelles nous sommes persuadés de pouvoir partager une étape qui va être sans doute difficile, mais ce sera une étape de reconsolidation des institutions maliennes et ce sera une étape de réponse aux attentes du peuple malien en termes de développement, en termes de sécurité et en termes d'accès à la participation citoyenne en tant qu'acteur dans la vie quotidienne, dans la vie politique. Je crois que vous avez bien raison de dire que c'est un nouveau et bon départ. Alors, le rôle de l'Algérie à l'avenir, vu que c'est de nouveaux départs sur le plan politique, le nouveau président Ibrahim Boubacar Keïta a justement présidé ce matin son tout premier conseil des ministres. Comment l'Algérie va jouer son rôle? L'Algérie retient que dans les priorités du président Ibeka, la question du dialogue national et de la réconciliation nationale a été mise au fronton de ses priorités, déjà quand il était en campagne et de nouveau depuis qu'il est élu président. C'est sur ce terrain-là que probablement nous avons besoin d'aider, d'accompagner, de soutenir le peuple malien dans cette volonté de s'asseoir, de dialoguer et de se remettre à construire ensemble le futur. L'Algérie l'a déjà fait dans le passé. Si l'Algérie était sollicitée aujourd'hui pour le faire, elle serait certainement désireuse de le faire et ce serait un devoir pour elle. C'est donc un message d'espoir que nous lançons. L'Algérie ne sera pas là simplement pour envoyer des messages d'espoir. Elle sera là pour aider, elle sera là pour aider politiquement, elle sera là pour aider à la reconstruction des institutions maliennes et en particulier de l'armée malienne, elle le fait déjà depuis longtemps. Elle sera là pour travailler ensemble sur des pôles de développement et notamment les pôles frontaliers. L'Algérie sera là pour défendre diplomatiquement les positions justes du peuple malien qui aspire à un progrès équilibré, à un progrès qui puisse permettre aux élites de ce pays et au peuple tout entier de faire avancer une situation qui, il faut le dire, est une situation économiquement fragile et une situation qui, sécuritairement, a beaucoup avancé au cours de ces derniers mois, mais ne perdons pas de vue que la menace est toujours là et que la vigilance est de rigueur. D'accord. Alors, le Mali nous amène à parler de la situation au Sahel de manière générale, et là, principalement sur l'aspect sécurité des frontières, principalement sud et est, donc Mali, Libye, Tunisie. Mourad Medelsi, est-ce qu'aujourd'hui il y a lieu de s'alarmer? Si s'alarmer signifie être vigilant,
oui, il faut être vigilant. Si s'alarmer signifie que nous ne faisons pas face à nos responsabilités, non. Nous faisons face à nos responsabilités pour protéger notre pays, mais nous faisons également face à nos responsabilités pour coopérer avec les pays du voisinage. Et pas seulement les pays du voisinage, puisque nous travaillons avec les Tunisiens, avec les Libyens, avec les Maliens, avec les Nigériens, avec les Mauritaniens, mais nous travaillons aussi, et je dois me déplacer après-demain à N'Djamena, pour intégrer cet espace à sécuriser dans un environnement beaucoup plus large qui intègre l'ensemble des pays sahélo-sahéliens. Quel est l'objectif pour l'Algérie, pour les pays du champ et pour l'ensemble des pays de l'espace sahélien? Le premier objectif, c'est de travailler sur le renseignement. Le deuxième objectif, c'est de permettre à chacun des pays, de soutenir chacun des pays dans les dispositions qu'il prend pour assurer ses propres frontières. Vous voyez l'importance qu'accorde notre président à cette question-là, qui reçoit Monsieur le chef d'état-major régulièrement pour faire le point avec lui sur ces questions. Et enfin, nous avons pour vocation, nous, tous pays confondus, à mettre nos services chargés de la sécurité en synergie, en intelligence commune, et ceci dans le respect de nos principes, de nos constitutions respectives. Ça bouge. Il y a aujourd'hui pas seulement une volonté de faire, il y a aussi des dispositions opérationnelles qui, avec les Tunisiens, avec les Libyens et avec les autres pays que je viens de citer, sont en train de gagner en intensité et sont en train de gagner en efficacité. Mais là aussi, nous ne pouvons pas dire que nous avons atteint l'optimum. Nous devons encore travailler pour faire en sorte que la menace terroriste soit reculée. Et ceci est, je crois, la valeur ajoutée qui nous attend et en même temps l'objectif commun qui est le nôtre au niveau des pays du champ, mais également au niveau des pays dans leur totalité, parce que le terrorisme n'oublie personne. Il n'y a aucun pays qui soit à l'abri du terrorisme, surtout que ce terrorisme aujourd'hui, et nous le voyons au Sahel, s'est associé insidieusement au crime organisé, au trafic des êtres humains, au trafic des drogues. Le concept de terroriste djihadiste a changé. C'est un nouveau terrorisme que nous avons en face de nous et nous devons faire face à l'ensemble des facettes de ce terrorisme pour essayer d'en expliquer le contenu et l'essence. Mais tout ceci sans volonté d'exclure qui que ce soit. Ce qui doit nous réunir, c'est la raison. Ce qui doit nous réunir, c'est l'intelligence commune. Et ce qui doit nous réunir, c'est une réponse aux attentes des populations. Et je crois que si nous travaillons dans ces trois directions, nous pouvons neutraliser le terrorisme également, pas seulement par des moyens armés, mais également par des moyens de compréhension et par des moyens pédagogiques qui sont ceux de la défense par lui-même du peuple contre le terrorisme. Alors pour terminer, un mot de l'Égypte quand même. Le pays vit des moments difficiles, surtout depuis la destitution du président Morsi le 3 juillet dernier. Comment l'Algérie suit-elle? Comment l'Algérie voit-elle le développement de la situation en Égypte? J'ai rencontré mon homologue égyptien pour la première fois il y a une semaine. Il m'a expliqué que le gouvernement de transition était en train de mettre en place tous les moyens pour satisfaire aux contingences d'une feuille de route précise. Cette feuille de route prévoit l'élaboration d'une constitution dans les 2 mois qui viennent. Cette feuille de route prévoit immédiatement après le référendum portant sur la Constitution d'aller aux élections présidentielles et législatives. C'est une feuille de route précise avec un calendrier. J'observe aujourd'hui que Amr Moussa a été nommé président de la commission qui est chargée d'écrire ce projet de Constitution. D'élaborer, voilà. Alors aujourd'hui, je ne peux que constater avec satisfaction que le pouvoir de transition en Égypte est en train de respecter sa feuille de route. Mais respecter sa feuille de route, et mon homologue me l'a dit avec beaucoup de clarté et beaucoup de force, ne signifie pas exclure qui que ce soit. Il a bien compris que dans cette opération de reconsolidation des institutions égyptiennes, il est absolument indispensable de n'exclure personne, bien sûr en dehors de ceux qui utilisent la violence comme instrument de dialogue. Tous les Égyptiens sont invités à reconstruire leur pays
Et j'ai le sentiment que cela est possible. Le pays est un grand pays. Le pays a derrière lui une histoire extraordinaire. Et il a, je crois, en face de lui un avenir prometteur. Que l'Algérie regarde l'Égypte avec des yeux qui sont ceux d'un pays qui croit à la possibilité de l'Égypte de s'en sortir, ne suffit pas. Nous devons aussi coopérer avec les Égyptiens. Et j'ai porté ce message du président de la République au Caire pour dire notre volonté de continuer à coopérer avec l'Égypte et de travailler d'État à État à tout ce qui peut être de profit partagé. Et il y a tellement de choses à faire avec ce grand pays, il y a tellement de choses pour les Égyptiens à faire avec le grand pays que nous sommes, qu'en tant que pays africain d'une certaine dimension et d'une dimension certaine, nous n'avons pas d'autre choix à faire que de travailler ensemble. Et je crois que si on le fait, eh bien on travaillera aussi pour le peuple. Et ceci nous motive davantage encore. Alors, je ne vais pas vous laisser partir sans avoir un commentaire de votre part concernant un peu la position d'Algérie vis-à-vis de ce qu'on appelle le printemps arabe. Donc, il y a eu en 2011 des révoltes ou des révolutions en Tunisie, en Égypte, en Algérie. On a été pointé du doigt, nous avons été vraiment critiqués sur un certain nombre de nos positions vis-à-vis de ces révolutions. Et apparemment, l'avenir nous donne raison aujourd'hui parce qu'on voit ce qui se passe dans ces pays. Est-ce que vous avez un commentaire précis à faire là-dessus pour terminer? Je crois que nous devons respecter la volonté des peuples. Et ça, c'est un principe cardinal de la diplomatie algérienne. Nous n'avons pas à faire de commentaires sur les décisions qui ont été prises au niveau des pays, et quand bien même ils sont voisins. Nous avons simplement dit que c'est leur responsabilité et que nous respections cette responsabilité et que, une fois que le peuple a désigné ses responsables, nous avons, avec ces responsables, des relations suivies. Et nous l'avons fait, qu'il s'agisse de la Tunisie, de la Libye et de l'Égypte. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous n'avons à aucun moment préféré des Tunisiens contre d'autres Tunisiens, des Libyens contre d'autres Libyens. Il a fallu le temps de comprendre la démarche algérienne. Mais je crois que maintenant, c'est chose faite. Très bien. Merci beaucoup, Mourad Medelsi, ministre des Affaires étrangères, d'avoir répondu présent et répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Fin de ce journal, donc, madame, monsieur. Merci d'avoir suivi. Une excellente suite des programmes. Je vous retrouve demain. Bonsoir.